Bonjour! Pour ce nouvel épisode des Management Tips de Mister Yo, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui doit préoccuper tout manager. Enfin, tout manager qui se préoccupe un minimum du bien-être de ses équipes. Et à l'ère du management 3.0, je trouve que c'est pas mal de se préoccuper du bien-être de ses équipes. Parce qu'il est fini le temps où le manager décidait et les gens appliquaient sans plus poser de questions. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est comment mettre en mouvement ses équipes sans les braquer. Souvent, on veut lancer quelque chose, on lance un projet, et on se rend compte que nos équipes, elles sont pas forcément d'accord. On va être confronté à un certain nombre de réticences, voire de blocages, et vouloir passer outre en force, c'est le meilleur moyen de se planter, quel que soit le type de projet. Donc, aujourd'hui, j'en avais déjà un petit peu parlé dans certains posts sur le site. Donc, aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les étapes pour mettre en mouvement ces équipes sans les braquer. Il y en a 4. Donc, ces 4 étapes, quelles sont-elles? La première, la plus simple, faire savoir. Faire savoir ce que vous voulez faire. Ça paraît ballot comme ça, mais il y a un certain nombre de personnes qui disent hop, je vais aller là-bas sans expliquer ni rien. Voilà. Ça paraît simple, on verra que dans les faits, c'est pas si simple que ça. Donc, informer les équipes de ce qu'on veut faire. Deuxième étape, faire comprendre. C'est pas le tout d'avoir informé pourquoi on a décidé de faire ça. Engager la réflexion avec les équipes. Sinon, on va se heurter des oppositions, des incompréhensions. Troisième étape, faire adhérer. Au-delà de la réflexion, commencer à enclencher une action, une décision d'action de la part des équipes. Si elles adhèrent, elles seront plus volontiers dans l'idée de pouvoir mettre en place derrière. Donc elles vont se décider à agir. Quatrième étape, faire agir. Le critère de compréhension, c'est l'action. Tant que vous n'avez que des déclarations d'intention, tant que vous n'avez pas une action qui est engagée, vous n'avez rien fait. Donc, il faut passer par ces 4 étapes pour pouvoir réussir à mettre en mouvement vos équipes. Alors, comment le faire sans les brusquer? Parce qu'il y a aussi une manière de faire, il y a des approches à adopter. Si vous ne voyez pas la différence entre informer et faire agir, encore une fois, Mister Yo va nous montrer comment lui, il voit les choses. Mister Yo, on va se balader. Vous allez me dire, c'est complètement trivial, c'est un chien, forcément, on ne peut pas lui dire qu'on va aller se balader, il faut être beaucoup plus incisif que ça. Alors, si pour un chien ça marche comme ça, pourquoi pour les humains ça ne marcherait pas aussi? On a toujours l'impression que parce qu'on a dit quelque chose, les autres nous ont compris et on n'attend pas l'accusé de réception. Je vais vous donner un autre exemple un peu plus évolué, avec des adolescents. Bon, plus évolué que des chiens, parfois ça se discute. Il y a des périodes où on se dit que franchement, il vaut mieux avoir un chien qu'un ado à la maison. Mais ça, c'est autre chose. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de rentrer dans la chambre d'un ado et de lui dire « Écoute mon chéri, je t'informe qu'il serait temps que tu fasses un grand nettoyage de ta chambre et que tu mettes aussi des lessives en route. » Au mieux, vous allez vous heurter à un Au pire, vous allez avoir le truc qui, moi, m'énerve, mais au plus haut point, qui est un « T'inquiète ». Ouais, quoi? Faut pas que je m'inquiète? Si je m'inquiète, justement, je m'inquiète parce que ça fait 3 semaines que tu bouffes que des chips, que tu croupis dans ce t-shirt en lycra que t'as pas changé depuis 3 semaines et que tu vis dans une chambre qui sent le rat mort. Alors oui, je m'inquiète. Bon, si je lui dis comme ça, peut-être que ça marchera mieux, mais c'est pas évident non plus. Donc, des chiens, des ados, maintenant, passons au stade normal de l'humanité, celui que nous sommes nous, adultes. Dans le stade normal de l'humanité, on s'imagine que nous parlons tous de la même manière, que parce que nous maîtrisons tous le français, en ce qui me concerne, si je dis quelque chose, on va me comprendre. Eh ben non, c'est pas systématiquement le cas. Je vais vous donner un autre exemple que j'ai vécu moi en entreprise. Avez-vous déjà essayé de faire discuter ensemble un directeur technique et un directeur commercial?
Ah oui, un directeur technique et un directeur commercial, ils viennent pas de la même planète, ces deux-là. Ça, c'est sûr. Ouais, ça m'est arrivé dans une entreprise. J'en avais un qui discutait. Oui, mais tu comprends, j'ai déjà dit. Je lui ai déjà dit. Les capacités que nous avons sur les plans, machin, compte tenu des calculs, etc. Voilà ce que nous allons faire. Bon, ça c'était le directeur technique. Ingénieur, A plus B égale C, donc il faut faire ça. Ok, d'accord. Tu vas voir le directeur commercial. Voilà, monsieur machin qui m'a dit ça. Ah, mais moi aussi, je lui ai dit que ce que le client, il attend, c'est effectivement des capacités, mais comme ça, et qu'il faut réussir à faire papa-maman avec l'outil, parce que sinon on n'arrivera jamais à rien vendre, mais je lui ai déjà dit... Bon. Ok. Donc, on ne parle pas le même langage. Comment faire ensemble que les gens se partent? Comment faire en sorte, pardon, que les gens se parlent et se comprennent? Le rôle d'un manager, ça va souvent être aussi celui d'un traducteur, d'un médiateur, et il va falloir qu'il puisse poser les bonnes questions. Là, en l'occurrence, ce qui concerne mon directeur technique et mon directeur commercial, quand je les ai écoutés, à un moment donné, je leur ai posé une question en disant, mais alors, en fait, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux construire ce que vous aurez vendu, qui est la position du directeur commercial, ou vendre ce que vous aurez construit, qui est la position du directeur technique? Moi, j'ai pas la réponse. Mais ce serait bien que vous commenciez à discuter sur ces bases-là. Ce qui a permis de se rendre compte que, effectivement, l'un restait sur ses arguments techniques sans écouter du coup à quoi ça allait servir. L'autre restait sur ses arguments, voilà ce que veut le client, sans écouter du tout si c'était possible. Et qu'en posant cette question dans ce sens-là, on commençait à trouver un terrain de discussion. Sachant qu'il y a toujours des points communs et des points d'accroche sur lesquels commencer à construire. Ça, c'est la base pour la première étape, informer. Commencer à informer les gens, c'est aussi s'assurer qu'ils vous donnent l'accusé de réception, comme quoi ils ont bien reçu l'information. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les gens envoient des mails. Hein. Je t'ai informé que... Bon, déjà, le mail, c'est l'archétype. Ouais, le mail, je suis pas obligé de l'avoir lu, déjà. Hein. Et puis, même si je l'ai lu, j'ai pas forcément tout compris, je l'ai peut-être lu en diagonale. Et puis, si je t'ai pas répondu, c'est peut-être parce que ça m'intéresse pas, quoi. Ou que je suis pas d'accord, mais que j'ai pas trop envie de le lire parce que j'ai pas envie de te vexer, ou parce que ça fait le 50e mail que tu m'envoies et que j'en ai marre que tu m'envoies des mails qui m'intéressent pas. Voilà. Donc, si on se limite à informer, c'est à peu près à ça qu'on se heurte comme difficulté. Donc ça, c'est notre première étape, informer. À la différence de faire comprendre. Ça va être notre deuxième étape. Alors, comment bien informer déjà? Pour bien informer, il faut s'assurer que l'on va parler un langage différencié en fonction de nos interlocuteurs. Il n'y a rien de pire que de faire un message type qui s'adresse à tout le monde de la même manière, que l'on soit le manager, le cadre de maîtrise, l'ouvrier de la chaîne de production, que l'on soit technique, que l'on soit commercial, que l'on soit juridique, que l'on soit comptable, on reçoit tous le même message. On a forcément des filtres de compréhension qui ne sont pas les mêmes, et donc il va falloir à minimum adapter un petit peu le message. Hein, à la différence des communications un peu lénifiantes qu'on a, très corporate, avec les vœux du président, du patron, etc., ou les trucs aussi très à l'inverse, sur une seule tonalité quand il s'agit des communications syndicales, suite au CHSCT, quand il s'agit des communications RH, etc. Excusez-moi, mais ça c'est souvent langue de bois, très parti pris, etc. Ce n'est pas informer les gens lorsqu'il y a un projet. Voilà. Ça dit en passant, moi j'ai vécu des situations qui étaient un petit peu borderline quand même, parce que avec des problématiques de responsabilité syndicale, etc., en tant que manager par moment, on arrive à des aberrations. Je n'avais moi, quand j'étais responsable d'un site d'exploitation, pas le droit de communiquer directement à mes agents des prochaines réformes, parce qu'il fallait d'abord que ce soit les syndicats qui en discutent avec eux. Je fais comment mon boulot de manager, moi, dans ces cas-là? Je les invite au café pour en discuter en dehors du cadre du travail? C'est ce que j'ai fini par faire, hein, concrètement. Bon, c'était pas forcément très... Voilà, c'était il y a 20 ans, il y a prescription, mais quand même,
on en arrive à ce genre d'aberration où avec des systèmes de représentation, d'enjeux de pouvoir, etc., on bloque au bout du compte les possibilités de informer et surtout, au-delà de ça, faire comprendre, ce qui va être l'étape d'après. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont vu sur une chaîne de télévision, publique ou privée, je me souviens plus très bien, ces petits messages un peu parodiques, messages à caractère informatif, qui me démontraient très bien en quoi le fait que ces messages ne fonctionnaient pas. Enfin, hein, qui montraient très bien que ces messages, c'était complètement absurde, quoi. Le message à caractère informatif ne va rien permettre du tout. Il va juste dédouaner la personne qui l'a envoyé de « bah si, je te l'ai dit ». Bah, tant que tu n'as pas reçu la clé de réception, tu peux même pas dire que tu as informé la personne. Voilà, ça c'est le point que moi je pense et pour lequel je milite. Donc ça c'est le premier point, faire, savoir, informer les gens. Alors il y a un truc qui marche très bien quand il s'agit d'informer, et on verra en plus que c'est hyper puissant parce que ça permet d'aller même jusqu'au deuxième stade, faire comprendre, voire au troisième stade, faire adhérer, et même en poussant pas beaucoup plus loin jusqu'au quatrième stade, faire agir. Le truc qui marche, que les gens aiment, c'est l'humour. Donc faire des messages informatifs un petit peu décalés, spécifiques auprès des personnes, voire même des messages qui s'adressent à tout un tas de populations. Hein. Lorsque vous avez un film qui marche bien, où on vous dit par exemple, Pixar ils sont très bons pour ça, ça s'adresse à tous les publics de tous les âges, c'est qu'ils ont réussi à mettre dans une vidéo, dans un film, des choses qui vont parler à plein de gens différents. Donc ils ont une puissance d'information et pour distraire les gens qui est assez phénoménale. Ils arrivent à trouver les clés pour s'adresser à plein de personnes d'horizons différents, de cultures différentes. Ça marche aux États-Unis, ça marche en France, ça marche partout en Europe, ça marche en Chine, enfin c'est extraordinaire. Donc l'humour, l'aventure, les histoires, le storytelling, c'est à ça que je voulais en venir, c'est aussi un des outils les plus puissants pour mettre en mouvement vos équipes sans les braquer. Parce qu'avec le storytelling, vous allez déjà pouvoir, dans un premier temps, informer, avec des messages un peu décalés, avec une histoire que vous allez raconter qui va parler aux gens. Et en scénarisant cette histoire, vous allez pouvoir aller au-delà. Et on verra dans les prochaines vidéos aussi comment on peut utiliser le storytelling pour ça. C'est la raison pour laquelle IOT développe ce type de contenu, pour laquelle nous avons mis en place cette première web-série sur la relation client, qui est vraiment utilise l'ensemble de ces principes. Hein. Ça parle aux acheteurs, ça parle aux vendeurs, ça parle aux techniques, ça parle au commercial, ça parle au juridique, de ces problématiques de relation client, à partir de situations réelles, mais dans un contexte décalé. On y retrouve du fond, dans une forme qui va plaire au plus grand nombre. Et ça, c'est la puissance du storytelling. Dans la prochaine vidéo, nous approfondirons ce sujet. À la semaine prochaine!